Sur ces images, il avait 22 ans, c'était en 2004. Ouais, shérif. Ouais, t'as vu, tranquille ou quoi? Ça m'a fait plaisir. Shérif Kouachi, un jeune homme avec les rêves de sa génération, la musique, le rap, les copains, dans son quartier du 19e arrondissement de Paris. Était-ce un jeune homme comme les autres? Était-il influençable? Depuis la mort de ses parents, il passait de famille d'accueil en famille d'accueil avec son petit frère Saïd. Personne ne se doutait alors que 10 ans plus tard, ce jeune Parisien serait le suspect numéro 1 de la tuerie de Charlie Hebdo. J'étais absolument abasourdi quand j'ai appris que Chérif Kouachi pouvait être impliqué dans cette affaire absolument abominable. J'ai été abasourdi parce que ça ne correspond pas au Chérif Kouachi que j'avais quitté en 2008 et qui était une espèce de gamin paumé, certes un peu exalté, mais quand même pas au point de devenir l'ennemi public numéro 1 qui est devenu. Je ne peux pas répondre pour le moment. J'ai été atterré hier par ce qui s'est passé. Qui est-il? Quel est son parcours? Quelles ont pu être les influences de Chérif Kouachi? L'histoire de Chérif Kouachi, c'est d'abord celle d'une bande de copains appelée la cellule du 19e arrondissement. Une quinzaine de jeunes garçons de 18 à 25 ans, repérés par la police il y a plus de 10 ans déjà. Tout commence en février 2004 lors de la manifestation contre l'interdiction du voile à l'école. Non, 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 à l'islamophobie! Nous les avions filmés en marge du cortège parisien. Ce jour-là, ces jeunes qui prient dans la rue ne passent pas vraiment inaperçus. À peine sortis de l'adolescence, certains d'entre eux présentent déjà des signes importants de radicalisation. C'est le cas de ce jeune homme en kéfier rouge, il s'appelle Farid Benyetou. Il a 23 ans à peine. Il a le même âge que Chérif Kouachi, ils habitent le même quartier, ils fréquentent la même mosquée rue de Tanger à Paris. Considéré comme l'idéologue du groupe, est-ce lui qui va radicaliser Chérif Kouachi? En fait, cet idéologue n'est pas seulement un petit jeune de quartier. Né dans le 19e arrondissement près des Buttes-Chaumont à Paris, il a passé toute sa jeunesse dans cette cité tranquille. Mais il a été repéré très vite par les services de police. L'ancien sous-directeur de la DST, Louis Caprioli, a longtemps suivi son parcours ainsi que celui de ses amis de la cellule du 19e arrondissement. Il nous avait accordé une interview il y a 10 ans. C'est des gens qui étaient mal dans leur peau, qui estimaient que les musulmans étaient humiliés, les musulmans étaient pillés parce que leur richesse, et le pétrole en particulier, est volé par les compagnies occidentales. Pourquoi les fréquentations du jeune Farid Benyetou intéressent les services de l'antiterrorisme? C'est d'abord une histoire de famille. Il est le beau-frère de Youssef Zemouri, un islamiste algérien, membre du GSPC, qui deviendra plus tard AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Sur cette photo de 1998, Farid Benyetou a 15 ans. Il pose à côté de son beau-frère et à côté de l'un des meneurs d'une cellule terroriste algérienne. Certains membres de cette organisation sont arrêtés en mai 1998, accusés d'avoir planifié des attentats qui devaient avoir lieu en France lors de la Coupe du monde de football. Son beau-frère est condamné et expulsé vers l'Algérie. Mais le très jeune Farid Benyetou, lui, reste en France et continue son chemin. À 20 ans, il se présente déjà comme un religieux confirmé. Après avoir quitté l'école, il se laisse pousser les cheveux, s'habille comme les théologiens saoudiens et tente de remplacer son beau-frère en prêchant le salafisme, la doctrine la plus radicale de l'islam. Dans son entourage immédiat, il a des filiations avec son beau-frère Zemouri et il est lié à la notion de djihad en Algérie, de djihad en Afghanistan. Donc il a un passé, j'allais dire, hostile aux Occidentaux, hostile aux Américains et une volonté d'engager des opérations contre eux. Dans ces années-là, Farid Benyetou aurait aussi entretenu des relations avec 2 autres islamistes impliqués dans des cellules terroristes.
L'un d'eux aurait incité plusieurs jeunes à partir faire le djihad en Afghanistan. Il a été expulsé vers le Maroc. L'endoctrinement, selon la police, c'est ce rôle qu'aurait joué Farid Benyetou avec ses copains du 19e arrondissement. Farid Benyetou leur a, j'allais dire, inculqué la légitimité du combat qu'ils allaient mener contre les Américains en Irak, pour que autour de lui une cellule se constitue et certains soient prêts à partir, à sacrifier leur vie. Alors quelle était l'influence réelle de ce jeune homme auprès de Cherif Kouachi et de ses amis? En 2005, nous enquêtons dans le quartier. Rares sont ceux qui acceptent d'en parler. Selon les témoignages, Farid Benyetou propage son interprétation radicale de la religion à travers des cours d'arabe. Dans un premier temps, le prédicateur enseigne à la mosquée Adawa, la grande salle de prière du 19e arrondissement. Mais son prosélytisme dérange. Il est mis à la porte à plusieurs reprises. Il s'installe donc dans ce foyer Sonacotra plus discret. Il se présente comme un érudit, une référence en matière théologique. Dans le quartier, son influence grandit. Sa première approche, c'était sur le trottoir. Il appelait tous les jeunes, c'était tout le monde, même nous. Nous, on n'était pas intéressés, malgré qu'on respecte ce qu'ils font, la religion musulmane comme autre. Et pareil, on lui disait une fois, deux fois tous les jours, on nous voyait, ouais, viens, écoutez ce qu'on a à dire à un nain. Une fois, deux fois, après, j'étais obligé de l'envoyer chier. Après, il m'appelait plus. Si j'aurais su que ça aurait fini comme ça, mais le Benyetou, là, on l'aurait amené chez le boucher. Lors de notre tournage en 2005, certains lui en veulent comme ce jeune homme dont l'un des amis a été endoctriné. Franchement, c'est plus de la haine que j'ai envers lui. Hein. Pour moi, ce mec-là, c'est pas un homme. Mais vraiment pas. Hein. C'est-à-dire envoyer des gens aller se tuer pour soi-disant Dieu. Mais Dieu, il n'a jamais demandé ça. Hein. Le discours de Farid Benyetou aurait-il trouvé un écho dans l'actualité? À cette époque, les images de la guerre en Irak frappent les esprits. Bombardement de civils, torture dans la prison d'Abu Ghraib. Les images sont choquantes, le sentiment d'injustice grandit dans le quartier. Farid Benyetou a-t-il attisé la colère des jeunes du quartier? Les a-t-il convaincus d'aller combattre en Irak? Pour son avocat, la réponse est claire. Mon client n'a pas spécialement incité au départ. Il leur a dit effectivement qu'il y avait une terre d'islam, qu'il y avait des musulmans qui combattaient, chose tout à fait normale. Ensuite, libre à chacun de se dire, est-ce que je vais me joindre à ce groupe? Est-ce que je fais mien ce combat? Et ça, c'est une opinion purement personnelle. Comment peut-on prêter à mon client la force de conviction de leur dire d'aller combattre, et peut-être au péril de leur vie? Parmi ces jeunes, l'un semble très sensible à ce discours. Il a 22 ans. En 2005, nous rencontrons sa mère, Myriam. Elle nous décrit un jeune homme choqué par ces images venues d'Irak à la télévision. Quand Peter me faisait part de ce qui se passait quand il regardait la télévision, je lui disais oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas juste, c'est pas normal. Mais je lui disais, mais mon fils, il y a d'autres façons de se révolter. Et tu es dans un pays libre, tu peux aller dans une association, tu peux militer, il y a beaucoup de choses, il y a des associations caritatives, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour aider les autres, mais la violence n'amènera à rien. Mais cette mère ne sait pas que son fils est sous l'influence d'un prédicateur. Les voici côte à côte lors de la manifestation sur le voile. En moins d'un an, le jeune homme s'isole de sa famille et de ses amis et se fait appeler Abou Hamza, son nom de converti. Peter lui avait une confiance sans borne vis-à-vis de ce gourou et il lui répète tout, il lui racontait tout ce qui a fait sa vie. Il lui parlait même de nous. Et après, il s'est retiré de nous, Peter. C'est-à-dire que pour Peter, on était devenus, et il ne voulait pas le nommer, mais je pense qu'on était devenus des mécréants pour lui. Un gourou, c'est ainsi que Myriam parle de Farid Benyetou. Pour elle, le prédicateur a utilisé l'islam à des fins sectaires. Il se serait mêlé de tous les détails de la vie de son fils. Sur ses conseils, il a même quitté sa petite amie. Le jour où il m'a dit qu'il fallait qu'on arrête, on avait l'impression qu'il allait se suicider. Je veux dire, il le prenait aussi mal que moi je l'ai pris. Il disait, je me suis renseignée
On m'a expliqué, on m'a dit que notre couple n'était pas possible, que notre relation n'était pas possible, parce qu'on n'était pas mariés. Il me disait c'est un jeune, un mec avec qui j'apprends, il a mon âge. Et c'est lui qui m'a dit que c'était pas bon et tout. Mais d'où lui, c'est mieux que toi. Le mec, il savait toute sa vie. Hein. Il savait tout ce qui s'était passé, il savait tous les problèmes qu'il avait eu avant, il a tout su et c'est d'ailleurs de ça dont il servait pour le convaincre. Une jeune fille qui nous a longuement parlé. Elle se souvient très bien du changement de comportement de son copain. Au début, on était assis côte à côte à table. Après il m'a dit non, en fait, je vais m'asseoir sur le fauteuil, toi tu restes sur la chaise. Après, il m'a dit non, en fait, moi je reste toi tu restes sur la chaise, moi je vais à l'autre bout de la pièce. Et puis, sachant qu'à chaque moment, il fallait que sa mère soit là. Et après, il était à un bout de la pièce et moi de l'autre. Et il avait un coussin devant son visage pour être sûr de ne pas me voir, pour être sûr qu'à aucun moment ses yeux allaient croiser les miens. Finalement, le jeune homme part combattre en Irak. Il est arrêté par les Américains à Fallujah en 2004. 3 autres jeunes du 19e arrondissement sont morts là-bas, dont ce garçon, Abdelhaim Badjouj. Il se fait exploser sur cette route en Irak. C'est le premier kamikaze français. Il avait 18 ans. Le seul mort à déplorer, c'est le kamikaze lui-même. Autrement, la patrouille est saine et sauve. En fait, quelques mois plus tôt, un autre jeune du quartier est interviewé par un journaliste de radio près de Bagdad en mars 2003. Il s'appelle Boubaker. Je suis de Paris 19e. Tous ceux qui veulent tuer l'islam, on va les tuer. Tous mes potes dans le 19e, je vous dis, venez faire le djihad. Je suis là, c'est moi, Abou Abdellah. Je suis en Irak, on fait le djihad. Tous mes frères qui sont là-bas, venez pour défendre l'islam. C'est des tapettes, des bouffons. C'est rien du tout, les Américains. On sait qu'ils ont peur, ils font la guerre qu'avec leur avion. Faut leur dire qu'ils viennent par terre, ils viennent sur terre, ils nous combattent avec les mitraillettes, avec les armes. S'ils viennent comme ça, en 2 heures, on les détruit tous, les Américains. En première ligne, je suis prêt à combattre en première ligne. Je suis même prêt à me faire exploser. Je suis prêt à me faire exploser, mettre des dynamites et boum, boum, on tue tous les Américains. On est des moudjahidines. Nous voulons la mort, nous voulons le paradis. Un message dont personne ne perçoit véritablement la portée. Nous avons rencontré le journaliste qui a réalisé cette interview, Mathieu Gégaud. Lors de son entretien, il s'interrogeait sur l'identité de ce jeune djihadiste qui cachait son visage sous un kéfier. Je me suis dit qu'effectivement, il devait y avoir une vérité là-dessous et que probablement il s'adressait à des gens qu'il connaissait bien. Et c'était peut-être là un message qu'il donnait à ses frères d'armes. Ses frères à qui il fait référence sont probablement ses copains de la cellule du 19e arrondissement. Et dans son message, il appelle un nom au détour d'une phrase. Abou Abdellah, je suis en Irak, on fait le djihad. Abou Abdallah, c'est le nom que s'est attribué le prédicateur du quartier, Farid Beniétou. À l'époque, nous rencontrons la mère du jeune djihadiste qui parlait à la radio. Pour elle, son fils est simplement parti faire des études religieuses en Syrie. Ils n'ont rien fait. Ils sont partis étudier. Je les ai élevés sans la présence de leur père. Il est parti apprendre le Coran. Tu sais, ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils veillaient tard le soir. Et grâce à Dieu, il est revenu dans le droit chemin. Il a commencé à faire la prière. Il a commencé à m'aider. Maintenant, il a une petite fille. Je laisse cela entre les mains de Dieu. Je préfère qu'il fasse la prière au lieu d'aller voler ou d'embêter la police. Ou de faire des choses illégales ou même violer des filles. Damas, c'était la destination conseillée par Farid Beniétou à ses élèves. Nous sommes en 2005, la guerre civile n'a pas encore éclaté et voilà ce que les jeunes Français découvrent en arrivant à Damas, en Syrie. La Syrie possède de longues frontières avec l'Irak. À l'époque, de nombreux combattants étrangers passent là avant de rejoindre les différents groupes terroristes. En arrivant à Damas, les jeunes de la cellule du 19e arrondissement s'inscrivent dans des écoles religieuses. Les plus connues sont l'Institut Abou Nour et l'Institut El Fateh. Dans ces 2 écoles, on trouve des jeunes du monde entier venus se former à l'islamisme. Ici, des Asiatiques. Là, des étudiantes voilées de la tête aux pieds.
Ceux-là viennent des pays arabes. Boubacar, le jeune Français interviewé à la radio, a fréquenté cette école réputée dans les milieux islamistes. C'est l'Institut El Faté. Nous partons vérifier ces informations en caméra cachée. Nous sommes reçus par le directeur des études. Bienvenue à vous. Comment allez-vous? Le directeur veut d'abord nous présenter son établissement. Actuellement, le nombre des étudiants, tous niveaux confondus, en interne, filles et garçons, du primaire à l'universitaire, ce nombre représente près de 6 000 étudiants. Ici, dans notre institut, nous avons une condition. Chaque étudiant doit signer un engagement, ne pas se mêler de la politique, que ce soit en Syrie ou en dehors de la Syrie. Nous évoquons avec le directeur le cas des étrangers formés dans son institut. Nous avons actuellement 70 nationalités ici. Des Européens, des Américains, des Asiatiques, des Africains et des Arabes. Nous avons par exemple des gens d'Azerbaïdjan, Jordanie, Australie, Afghanistan, Allemagne, Chili, Somalie, Chine, Irak, Gambie, Guyane, Guinée, France. Le directeur est fier de ses 70 nationalités. Nous lui demandons alors s'il connaît Boubacar, le jeune Français qui a parlé à la radio. Boubacar Al-Hakim, fils de Habib. Né à Paris en 1983, il a étudié en première année. En 2002, il n'a étudié que quelques mois. 2 mois en fait. Nous n'avons pas eu l'autorisation de rencontrer les Français inscrits à l'Institut cette année-là, mais plusieurs demandes arriveraient chaque année de France. Un phénomène qui a toujours inquiété les autorités. L'Institut Faté a été un prétexte, a été la raison officielle de leur départ ou de leur transit. Et ensuite, il y avait un petit réseau de soutien logistique qui leur permettait de monter, de gagner le nord de l'Irak. Dans la mosquée de l'Institut, une autre de nos équipes a pu tourner le jour de la prière. Ce jour-là, l'imam a une pensée pour ceux qui se battent en Irak. Que Dieu ramène les Moudjahidines à la victoire. Que Dieu leur donne la force et le courage. Que Dieu leur donne la victoire contre leurs ennemis. À l'époque, le cheikh Zabibi est un proche du pouvoir syrien. Il s'exprime très librement sur ces jeunes Français venus se battre aux côtés des autres musulmans. Est-ce normal que les Français aillent faire le djihad en Irak? C'est normal. Moi, si je savais qu'il y avait une injustice en France, j'y serais allé, n'importe où dans le monde. Chaque être humain, celui qui est juste, qui n'accepte pas l'humiliation, doit le faire. Je félicite les familles de ces jeunes. Je félicite ces jeunes car ils ont refusé l'injustice, même loin de chez eux, loin de leur famille. Leurs parents leur ont transmis l'honneur. Gardez votre fierté et Dieu vous donnera le bonheur. Une caution religieuse qui a peut-être fini de convaincre les jeunes Français du 19e arrondissement. La frontière irakienne n'est qu'à une centaine de kilomètres de là, et selon nos informations, les passeurs recrutent jusque dans les mosquées. À l'époque, 400 € pour la guerre sainte. Chérif Kouachi, le suspect numéro 1 dans la tuerie de Charlie Hebdo, a voulu partir lui aussi. En 2005, il achète un billet pour la Syrie. Lui aussi veut se battre. Sa préparation se fait dans le plus grand amateurisme, 2 ou 3 footings dans le parc, une rencontre fugace avec un soi-disant spécialiste des armes pour le maniement des kalachnikovs. Mais il est arrêté juste avant son départ. Devant les enquêteurs, il s'explique et parle de l'influence de son prédicateur. Grâce au conseil de Farid, mes doutes s'estompaient. Moi j'avais peur, mais je ne le disais pas. C'est évident que Farid m'a influencé dans mon départ, dans le sens où il donnait une justification à ma mort prochaine. Farid m'a dit que les textes donnaient des preuves du bienfait des attentats suicides. C'est écrit dans les textes que c'est bien de mourir en martyr. Farid Benietou, le prédicateur, est arrêté lui aussi en 2005, comme une quinzaine de jeunes ce jour-là. Voilà ce qu'il déclare aux policiers. Je n'ai pas vraiment cherché de volontaires pour partir combattre.
ce sont les jeunes qui sont venus à moi pour que je leur donne mon avis. À l'époque, nous avions pu rencontrer l'éducateur de Cherif Kouachi. Ils avaient échangé plusieurs courriers depuis le début de sa détention. Aujourd'hui, avec le recul, il est content de ne pas être parti, ça c'est clair. Il s'est aperçu qu'à cette période, il avait changé, chose qui ne s'était pas du tout aperçue à ce moment-là. Et il s'est aperçu qu'il s'est fait rouler dans la farine et embringuer dans quelque chose qu'il n'a même pas lui maîtrisé, ni il s'en est pas aperçu. C'était il y a 10 ans. Qui pouvait prévoir ce qui allait se passer? Ce matin, nous avons tenté de joindre cet éducateur abasourdi par les événements. Oui, bonjour monsieur, Paul Sansfourche, journaliste à France 2, magazine Envoyé spécial. Oui. Je me permets de vous appeler parce que je vous appelle au sujet de monsieur Kouachi. Donc je voulais un petit peu avoir votre réaction, vous, aux derniers éléments. Pour l'instant, je ne répondrai pas. Voilà. Est-ce qu'on peut se rendre compte? Je préfère pas répondre pour le moment. J'ai été atterré hier par ce qui s'est passé et je le suis encore plus aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Pas pour l'instant, non. Nous avons réussi à contacter un avocat qui défendait un jeune homme de cette filière. Il a connu Cherif Kouachi au moment de son arrestation avant son départ pour la Syrie. Il n'en revient pas. J'étais absolument abasourdi quand j'ai appris que Cherif Kouachi pouvait être impliqué dans cette affaire absolument abominable. J'ai été abasourdi parce que ça ne correspond pas au Cherif Kouachi que j'avais quitté en 2008 et qui était une espèce de gamin paumé, certes un peu exalté, mais quand même pas au point de devenir l'ennemi public numéro 1 qui est devenu. Il a été condamné à une peine somme toute modérée parce que on lui a donné ce crédit quelque part d'avoir été plus victime qu'auteur dans cette affaire et d'avoir été manipulé. Il est passé pour l'espèce de loulou, de petit délinquant de bas étage qui avait été quelque part un peu manipulé ou excité dans cette affaire, mais il n'est absolument pas passé pour un instigateur ou pour un terroriste potentiel. Que s'est-il passé dans la vie et dans la tête de Cherif Kouachi entre 2008 et 2015? A-t-il gardé des contacts avec son prédicateur? A-t-il subi des influences en prison? Des questions qui restent encore sans réponse aujourd'hui.